Bonjour, décortiquage de la loi de finances pour 2024. Alors, la Banque Postale, comme tous les ans, a fait un décortiquage assez fin de la loi de finances pour 2024, mais en plus diffusé. Il y a un PowerPoint et un document papier papier téléchargeable en PDF assez précis qui s'appelle le DOB en instantané. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à Luc-Alain Verviche. Bonjour Luc-Alain. Bonjour Eric. Alors, première question. On note tout d'abord un petit effort de l'État sur les dotations, à commencer par la DGF. Puis on parle d'évolution sur ce point. Il y a même un grand chantier qui a été lancé sur ce point en fanfare devant le comité des finances locales le 23 janvier 2024. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Il y a un effort de l'État en 2024 à hauteur de 320 millions d'euros comme l'année dernière, mais ça c'est relativement inédit puisque jusqu'en 2017 la DGF avait baissé, entre 2017 et 2022 elle avait été stabilisée. C'est vrai que l'État, à qui on demande une indexation sur l'inflation, mais qui n'a pas voulu céder sur ce point, a quand même, je crois, fait un effort significatif. À 320 millions d'euros, on n'est pas très loin en 2024 de l'inflation prévisionnelle, donc c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quelque part, il y a des petites adaptations, mais qui essayent de résoudre les difficultés de la DGF actuelle. Je pense à l'adaptation sur le calcul de la dotation cible pour les communes rurales, au calcul de la dotation nationale de péréquation quand on en sort. Bref, des traitements un petit peu finalement intéressants pour les communes qui en bénéficieront, mais qui ne sont pas fondamentalement un bouleversement. Un plus gros bouleversement, c'est l'évolution de la dotation d'intercommunalité, qui va augmenter de 90 millions, mais avec un prélèvement de 60 millions sur la dotation de compensation des mêmes intercommunalités, avec une petite adaptation concernant les EPCI à fiscalité additionnelle. Et ça, c'est assez représentatif d'une volonté de l'État, finalement, de sortir progressivement d'une dotation de compensation qui traduit des situations d'il y a 20 ans. Et c'est intéressant en ce sens que dans le grand chantier dont tu parles, qui a été entamé par le comité des finances locales hier, il y a ce souci de mettre fin, en fait, à toute la cristallisation que moi j'ai tendance à appeler parfois fossilisation des dotations individuelles, parce qu'en fait la DGF, c'est un empilement de réformes qui se sont ajoutées les unes aux autres, mais sans jamais que les nouvelles règles du jeu prennent véritablement le pas sur les anciennes. Et ça, c'est assez significatif. Alors, ça n'en a pas moins des effets qui peuvent être tout à fait perturbants. Il y a peut-être, par exemple, une mesure qui a été adoptée en 2022 sur le changement de mode de calcul d'un indicateur qu'on appelle le potentiel financier, qui est représentatif en quelque sorte de la richesse des communes, et d'un autre indicateur qui est l'effort fiscal, qui lui sert à traduire la capacité des communes à aller chercher en fait un peu davantage d'impôt local. Et ces deux indicateurs vont évoluer très progressivement jusqu'en 2028 ou 2029, et avec des effets qui sont assez considérables dans certains cas. C'est aussi ce qu'on a essayé de montrer, non pas pour dire qu'il y avait une urgence, à le vivre en tout cas, mais qu'il y a une urgence à s'emparer de la question et à ne pas partir sur des mauvaises bases quand on fait de la prospective financière. Filet de sécurité, bouclier. Allez, sur ces terrains qui ont été très importants, mais qui ont donné lieu à beaucoup de frustration de collectivités qui se découvraient non éligibles in fine, on a une prolongation, mais toujours un nombre limité de bénéficiaires, c'est ça ? Tout ce qui relève de la protection contre l'inflation énergétique qui avait été marqué, on a eu un gros effort de la part de l'État en 2023. L'effort est maintenu, mais sans doute un peu atténué dans ses règles d'une part et dans ses conséquences financières pour l'État d'autre part en 2024. Bon, l'éligibilité aux tarifs réglementés reste la même. Simplement, le niveau duquel l'État va contribuer financièrement aux factures est relevé. Et puis, d'autre part, on sait qu'il y aura de toute façon une augmentation du tarif, puisqu'elle a été annoncée cette semaine par Bruno Le Maire. Donc, la protection de l'État par rapport à ça s'atténue avec le temps, au fur et à mesure que les prix de l'énergie, finalement, quand même, connaissent une baisse tendancielle en Europe. Et puis parce que, quelque part, les communes qui avaient été obligées, ou les intercommunalités qui avaient été obligées de renouveler leur contrat en cours d'année 2022, au pire moment de la crise, vont vraisemblablement commencer à entrer en renouvellement aussi en 2025. Donc la situation commence
ou est vu en tout cas de façon un peu moins préoccupante. Pour autant, ça pèse toujours dans les budgets, hein, ça c'est clair. Et quelque part, quant au filet de sécurité, puisque tu en parles, on a quand même le sentiment qu'il n'a pas vraiment touché sa cible. Quand on regarde le filet 2022, il a finalement bénéficié en 2023 à 3 ou 4 000 communes, c'est-à-dire beaucoup moins que ce à quoi on pouvait s'attendre. Le filet de sécurité 2023, qui était évalué à 1,5 milliard, redescend à 400 millions, vraisemblablement pour les mêmes raisons. Parce que parmi les éléments de choix des communes concernées, il y avait un élément portant sur la diminution de l'autofinancement et objectivement, depuis 2 ans, on a énormément de mal à comprendre pourquoi l'autofinancement évolue, notamment dans le bloc communal comme il le fait. C'est vraiment une préoccupation dans la lecture des comptes, finalement dans la façon dont les communes, dont on connaît la résilience, hein, ont pu supporter en fait la crise inflationniste. Il ne reste pas moins que les prix, eux, même s'ils s'atténuent, ils restent élevés et ils resteront vraisemblablement élevés désormais. Bon, évidemment, il y a peu de modifications fiscales cette année, quelques petites choses hein, sur le foncier non bâti, quelques éléments sur la TGAP, oui, bon, d'accord. De toute manière, la fiscalité est devenue une ressource, hélas, résiduelle pour les collectivités territoriales. Mais plusieurs points sont notés et il y a un sujet qui fait beaucoup parler, c'est un élément de décorrélation pour ce qui reste de taxes d'habitation. La multiplication des locations saisonnières dans certaines communes pose de vrais problèmes en termes d'équilibre du marché immobilier, de capacité à se loger des jeunes, par exemple, de la localité. On l'a vu en Bretagne, on l'a vu sur le littoral atlantique plus au sud. Et l'État a apporté à l'époque, l'année dernière, une première réponse qui était d'étendre la définition de ce qu'on appelle les zones tendues, c'est-à-dire de fixer un nombre de communes marquées par une proportion importante de résidences secondaires pour leur permettre d'utiliser un outil qui existe depuis longtemps pour les zones tendues urbaines, c'est-à-dire la majoration du taux de résidence secondaire que un certain nombre de communes, notamment par exemple la ville de Paris, pratiquent au maximum depuis quelques années. Et donc cette première adaptation, elle aura sans doute des effets en 2024 parce que pas mal de communes littorales ou éventuellement de stations de montagne aussi ont vraisemblablement utilisé ce dispositif. Mais ça ne couvre pas tout. D'abord parce que toutes les communes ne sont pas en zone tendue, puis parce qu'il y a des communes où il y a beaucoup de résidences secondaires, proportionnellement, qui voudraient bien utiliser le levier fiscal sur des propriétaires dont ils estiment peut-être qu'ils ne contribuent pas suffisamment à la vie locale ou à l'économie locale. Or, la difficulté, c'est celle de la règle de lien qui, depuis 2023, interdit en fait toute aggravation de la pression fiscale sur cette fameuse taxe d'habitation sur les résidences secondaires, plus forte que la pression fiscale sur les deux taxes foncières. Et donc, il y a une adaptation de nouveau cette année, c'est le fait que les communes où le taux est relativement plus faible que la moyenne, en l'occurrence inférieur à 3/4 de la moyenne dans le département, pourront augmenter leur taux de taxe d'habitation de façon déconnectée de leur stratégie sur le foncier bâti. On n'est pas convaincu que ça touche énormément de monde. On est en train de faire un certain nombre de tests. On n'est surtout pas convaincu que ça touche tous ceux qu'il faudrait toucher, notamment dans les intercommunalités qui ont la même capacité, mais avec une référence au taux moyen français des intercommunalités. Or, le problème, c'est que par nature, les intercommunalités urbaines sont en général en fiscalité professionnelle unique et que ce sont celles dont le taux de la taxe d'habitation est, pour des raisons historiques, plus élevé qu'ailleurs. Ouais, donc là, on va toucher surtout des communautés de communes très rurales, sans la ville-centre et néanmoins très touristiques, littoral, breton, normand ou autre, ce genre de choses. C'est vraisemblable. C'est vraisemblable. Donc cette loi de finances initiale semble être un inventaire à la Prévert, plutôt sans ligne rouge. Mais en préparant cette intervention, tu m'as dit que si, il y a une ligne, mais c'est une ligne verte. C'est un fil vert d'abord parce qu'il y a deux mesures significatives qui ont été adoptées dans la navette, qui sont la mise en place d'abord d'une annexe verte sur les investissements pour toutes les collectivités d'au moins 3 500 habitants, annexe obligatoire qui doit traduire en fait le niveau des investissements réalisés suivant qu'ils sont positifs ou négatifs au regard des engagements de l'État
donc de la France en matière de transition écologique. Et puis une deuxième annexe qui elle est facultative, alors qu'on appelle l'annexe dette verte d'un certain point de vue, qui vise à montrer quelle est la part des financements, notamment des financements par emprunt, qui auront, eux, permis la réalisation d'opérations favorables à la transition écologique. Autour de cela, on retrouve le débat qui avait été animé déjà au sein du gouvernement l'année dernière, hein, sur l'identification d'une dette verte qui serait plus vertueuse et d'une dette non verte sur laquelle, en revanche, pourrait éventuellement porter la contribution des collectivités locales à l'effort de redressement des finances publiques. Bon, on sait que sur la nature même de la dette verte, il y a ensuite un débat entre les organismes prêteurs, hein. Certains, et c'est notre cas à la Banque Postale, considèrent qu'on peut cibler des prêts vers des opérations identifiées comme positives pour l'environnement. D'autres considèrent que par nature, l'investissement public a une vocation d'intérêt général et donc il faut trouver d'autres méthodes. Je pense que ce sont des éléments qu'il est utile de discuter. En revanche, je pense que beaucoup considèrent, derrière les difficultés techniques qu'il ne faut pas négliger et qui aujourd'hui montre bien la nécessité d'abord de faire monter les expérimentations et ensuite de voir comment on peut essayer de les rassembler. Je pense qu'il y a une adhésion quelque part de l'ensemble du monde local à la logique de la transition écologique à l'identification de sources de financement pertinentes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple le fait que la loi de finances prévoit des exonérations de foncier bâti pour les logements sociaux ou pas d'ailleurs, dans lesquels seront réalisées des opérations lourdes de rénovation énergétique pour les faire passer dans les classes les plus performantes en la matière. Il y a le fait que, par exemple, la dotation qu'on appelait au départ biodiversité, qui s'appelle dotation aménité rurale, mais qui reste une dotation de nature écologique d'un certain point de vue, voit son volume plus que doublé en passant d'un peu plus de 40 millions à 100 millions d'euros et en étendant son bénéfice à une grande partie des communes sur lesquelles se trouvent des aires protégées, par exemple. On a naturellement le passage du fonds vert à 2,5 milliards et surtout l'engagement de pérennisation jusqu'en 2027. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK, lundi prochain. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.